Bonjour madame. Merci beaucoup madame. En fait, le président élu Martin Fayulu Madidi a effectué une tournée, euh, nous dirons diplomatique, au niveau de plusieurs pays européens, suite justement aux multiples demandes de dirigeants de ce pays qui voulaient discuter avec lui sur la situation politique de la RDC. Je vous rappelle que ces dirigeants européens, la plupart d'entre eux, avaient le vrai résultat des élections du 30 décembre 2018. Et donc, ils voulaient discuter avec lui, mais également nos compatriotes de l'étranger, de la diaspora, voulaient à tout prix discuter avec le président élu. Vous savez fort bien que nos compatriotes en Europe portent Martin Fayulu Madidi. Et donc, pendant son séjour en Europe, il a organisé de conférences dîners payants autour de la thématique l'avenir de la démocratie en République démocratique du Congo, en France, en Belgique, en Suisse, en Grande-Bretagne. Il devait continuer parce qu'il était réclamé presque partout, mais il avait un agenda assez serré. Il devait vite revenir au pays. Et donc là, c'est la première étape. Il est revenu. Donc c'était pour d'abord discuter avec nos dirigeants occidentaux sur l'avenir de notre pays, sur la situation politique du pays. Et puis deuxièmement, discuter avec nos compatriotes de l'étranger sur l'avenir de la démocratie dans notre pays. C'est un voyage réussi. Les retombées sont déjà là. Et donc voilà. Non, mais comment il ne pouvait pas se prendre en charge? Est-ce que vous savez que Martin Fayulu a des maisons en Europe et en Amérique? Il a des appartements en Europe, en Amérique, notamment en France. Donc il n'y a pas un problème de séjour pour lui en tout cas. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est nos compatriotes, comment dire, de la diaspora, ont dit, vous venez pour la conférence, mais nous voulons soutenir le combat pour la vérité des urnes. Nous sommes derrière vous, nous soutenons votre combat. Alors, en organisant le dîner, nous allons apporter notre contribution à ces combats-là. D'eux-mêmes, ils se sont organisés. Ce n'est pas Martin Fayulu qui leur a demandé d'organiser ça. Ce n'est pas lui, Martin, qui a organisé. Ce sont nos compatriotes de l'Europe qui ont organisé. Et donc, c'était une façon pour eux de soutenir le combat pour la vérité des urnes, de soutenir l'engagement politique du président élu. Seulement ça, il n'y a pas un problème de séjour pour Martin Fayulu. Donc, ce n'est pas quelqu'un, quand il sera en Europe, il va dormir dehors. Non, il a des appartements en plein centre-ville de Paris. Il a un appartement et donc, ça, c'est pas un problème. Je crois qu'il a lancé quelque chose. Moi, je rappelle que j'étais là déjà à 8 heures, je suis à l'aéroport. Et on a marché ensemble jusqu'à l'échangeur. D'abord, il faut féliciter les Congolaises et les Congolais en général, mais les Quinoises et les Quinois en particulier, pour cet accueil délirant. Je crois que lorsque nous disons qu'il y a dans ce pays un président élu et un président nommé, les gens qui doutent ont vu la démonstration hier. Le peuple était avec son président, avec son leader, et c'était extraordinaire. Madame Astrid, une année après l'organisation des élections, alors si Fayulu n'est pas un phénomène, il faut chercher un autre concept. Alors, mais hier, en parlant avec la population, je l'ai entendu dire que je suis revenu pour que nous puissions libérer notre pays. Nous ne pouvons pas accepter que la situation de notre pays se dégrade du jour au jour. Vous et moi, nous allons travailler pour que les choses changent. Je crois que c'est l'essentiel. Alors, le 30, il va parler parce que il y a un certain nombre de choses qui se passent au pays et il doit donner sa position. Il doit donner la position de la MOUCA. Vous savez que le coordonnateur actuel de la MOUCA doit aussi décliner son programme d'action. Parce que je vous rappelle que le coordonnateur de la MOUCA a inscrit son mandat dans le combat pour la vérité des urnes. Et donc les actions de terrain, c'est tout ça. Donc nous allons attendre le 30 pour que des orientations claires nous soient données, pour que nous puissions continuer ces combats combien importants pour l'avenir de notre pays. Non, mais le 30, c'est parce qu'il sera prêt pour le 30. Le 30, c'est la fin de l'année. Il a bien dit qu'il va faire un discours d'état de la nation, la situation du pays général. Vous allez comparer son discours avec celui du président nommé par Kabila et vous allez vous rendre compte que le peuple a raison d'insister pour que Fayulu
soit le président de ce pays. Mais il n'y a pas autre chose derrière ça, juste une date, c'est la fin de l'année, c'est le discours de l'État de la Nation. Il le fera à ces moments-là. Je crois qu'il ne faut pas spéculer là-dessus. Nous allons attendre. Hein. Prenez votre mal en patience. Attendons voir ce que le président Elie va nous dire. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ça m'échappait là. Oui, mais nous sommes un pays occupé. Nous avons une armée qui est infiltrée à outrance. Nous avons une police nationale qui est infiltrée à outrance. Nous avons des territoires entiers qui sont envahis par des étrangers. La situation des Minembwe aujourd'hui, la situation de nos frontières au niveau du nord et du sud Kivu, c'est préoccupant. Et donc, au-delà de ça, sur le plan démocratique, madame, la souveraineté du peuple est confisquée. Il faut que le peuple récupère sa souveraineté parce qu'aujourd'hui, il y a un souverain primaire qui a remplacé les Congolais qui s'appelle M. Kabila, qui décide qui va être président, qui va être sénateur, qui va être tout, à la place du souverain primaire. C'est ça l'occupation. Donc nous devons nous libérer. Donc libérer notre armée des infiltrés étrangers, libérer notre police, nos services de renseignement des infiltrés étrangers, libérer notre classe politique, des politiques étrangers qui sont infiltrés, qui ont pour mission la balkanisation de la RDC, et donc libérer notre peuple. Le peuple lui-même d'ailleurs va se libérer de cette emprise de M. Kabila qui se permet pendant 3 cycles électoraux, des cycles même pas complets, hein, de confisquer sa souveraineté. Et donc c'est tout ça, il a raison de le dire. Nous devons nous libérer de cette emprise qui étouffe la démocratie, qui étouffe des libertés publiques. Il est temps que nous puissions nous en libérer. Mais est-ce que c'est... Bon, déjà, vous l'appelez chef de l'État. Il faut peut-être... Vous êtes journaliste, je comprends. Le président nommé, Tshilombo. Et je ne sais pas si ces discours-là peuvent être considérés comme un discours d'État de la nation. C'est peut-être un discours de campagne. Quelqu'un qui est déjà, soi-disant, aux affaires, ne peut plus faire ce genre de discours où il promet de faire des choses. Non. Mais Tshilombo, c'est vraiment, je pourrais dire, c'est une malchance pour notre pays. Parce que, en fait, quand vous faites un discours sur l'état de la nation, vous devriez commencer par dire au peuple où est-ce que vous avez pris le pays. Où est-ce que vous avez pris le pays? Quels en sont les indicateurs du cadrage macroéconomique? Quelle est la situation sécuritaire et sociale? Voilà ce que je fais pendant une année. Voilà ce que je compte faire une autre année. L'argent, je l'aurai ici. L'argent, je l'aurai là-bas. Voici le réforme que je vais engager pour arriver à ça. Madame, je vais vous donner un simple exemple. Monsieur Tshilombo, j'utilise le chiffre qui sont avancés notamment par la Banque centrale et le Fonds monétaire international. Monsieur Tshilombo est arrivé au pouvoir. Il a été nommé par M. Kabila au mois de janvier. Quand vous prenez le mois de janvier jusqu'à là, décembre, il est dans une fourchette budgétaire d'à peu près 4,5 milliards, disons 5 milliards de dollars. Dans ses promesses, M. Tshilombo avait dit, sur un PIB de 50 milliards de dollars, il sera à mesure d'exercer une pression fiscale de 25% et puis d'assurer une croissance économique de 25%. Ce qui fait que la première année, M. Tshilombo devait nous présenter un budget de 15 milliards de dollars. Mais lorsque vous considérez l'argent qu'il a, lui, utilisé, le budget qu'il a utilisé en 2019, il est à 4,5 milliards. Si vous prenez sur les 50 milliards de PIB, donc il a exercé juste une pression fiscale d'à peu près 10%, si on est gentil avec lui. 10% de pression fiscale. Alors, le FMI lui dit, monsieur, vous ne pouvez pas doubler le recette de l'État en une année comme ça, sans apporter de réformes. Donc lorsqu'il parle même de budget de 10 milliards, c'est un mensonge. Donc ça veut simplement dire, madame, que tout ce que ce monsieur a fait comme promesse aux Congolais, il n'aura pas le moyen de le faire. Il n'aura pas l'argent de le faire. Parce qu'aujourd'hui, il n'aura pas l'argent pour le faire, excusez-moi. Parce qu'aujourd'hui, il ne mène pas de réformes appropriées pour booster la capacité de mobilisation de recettes de l'État. Oui, mais bien sûr, le budget est annuel. Donc, il faut mener des réformes pour qu'en une année, que le Trésor public
puisse être renfloué. Donc la capacité de mobilisation de l'État, de recettes de l'État est nulle parce qu'il n'y a aucune réforme. Voilà pourquoi les institutions de Bretton Woods insistent sur ces réformes-là. Donc lorsque ce monsieur vient au Parlement, commence à raconter des histoires, il ne comprend rien. Peut-être on lui a fait un discours, il vient lire, mais il ne comprend pas les imputations budgétaires de ce qu'il dit. Il ne comprend pas que pour en arriver là, il faut de véritables réformes et on ne peut pas amener ces réformes-là, avec des gens qui considèrent le fait d'être au pouvoir comme, excusez-moi, comme un COP, comme on dit, comme une coopération, comme disent vulgairement le quinois. Donc, c'est un discours creux, sans contenu. Il n'y a pas une vision claire sur là où il amène le pays. C'est juste de spéculation. Comment dire, faire un clin d'œil sans même trop pousser la réflexion trop loin à la diaspora, aux députés et tout ça. Mais c'est extrêmement grave. La situation du pays aujourd'hui, si nous avions un président réellement élu comme Martin Fayulu, visionnaire, responsable, il devait nous donner, comment dire, une photographie du pays actuel et tout le monde pouvait savoir, avec de tels ou tels efforts ou telles réformes, voilà où le pays va aller. Chilombo, c'est nul, rien d'intéressant, de promesses fallacieuses qui n'est même pas capable, comment dire, de tenir. C'est ça la vérité, madame. C'est ça le problème avec les Congolais. La gestion de l'État, c'est pas à l'église où nous croyons Dieu peut faire le miracle. Non, la gestion de l'État, c'est les finances publiques. Il faut avoir le moyen de sa politique. Or, moi, je viens de vous démontrer pendant 1 minute que ce monsieur n'aura pas le moyen de sa politique. Il va avoir l'argent où il faut qu'il nous... D'abord, quand vous avez une politique, vous avez des promesses que vous faites à la population. Il faut dire à la population où est-ce que vous aurez cet argent-là. C'est ça le problème. Le 10 milliards dont on parle, bon, on a même parlé de 8 milliards de ressources propres et puis de 2 milliards d'apports extérieurs. Les 8 milliards, il aura ça où? Quelle réforme il est en train de mener pour justement avoir ce budget? On peut avoir ce budget si nous avons un gouvernement sérieux. Mais lorsque vous avez un gouvernement qui lui-même est cité dans de détournements de l'argent de l'État, où on amène partout des fils, des enfants, des cousins qui n'ont aucune expertise de la gestion de la chose publique, on les amène pour qu'ils s'enrichissent, ben, madame, donc il n'y a pas d'espoir avec. Vous allez nous donner raison, il n'y a pas d'espoir, parce que M. Chilombo ne maîtrise pas, comment dire, tous les rouages, les circuits du pouvoir, et ce sera difficile pour lui de tenir toutes ses promesses. Ce n'est pas que le miracle va se faire, non. Aujourd'hui, avec les éléments du cadrage macroéconomique, il ne s'en sortira pas, ça c'est évident. Non, M. Chilombo et M. Kabila ont plongé la RDC dans une crise politique grave, une crise de légitimité des institutions et des animateurs. Mais non, le président élu ne peut pas croiser le bras. Il dit qu'il faut la vérité des urnes. La vérité des urnes par des élections anticipées. Parce que si M. Nanga a brûlé le PV, s'il a fait disparaître les données de la CENI, mais il n'a pas brûlé le peuple congolais qui est détenteur du pouvoir. Donc il faut aller vers le peuple. Parce que c'est lui qui est le souverain primaire. Des élections anticipées précédées de réformes. C'est un plan qu'il met sur la table. Il n'impose pas à qui que ce soit de le prendre ou de ne pas le prendre. Mais c'est une proposition pour que demain on ne dise pas non, Fayulu n'a rien dit, Fayulu n'a rien proposé. Il propose un plan de sortie des crises pour qu'on arrête avec cette forfaiture comment dire, du 30 décembre 2018 et qu'on aille vers les élections anticipées précédées de réformes pour qu'on revienne dans l'ordre constitutionnel, parce que ce qui a été fait n'est pas dans l'ordre constitutionnel. C'est ça. Alors, s'il ne le fait pas, ben, le peuple va se prendre en charge. Vous l'avez entendu hier, il est venu avec le peuple pour des actions, pour réclamer plus de choses, plus de vérité des urnes. Ben, le peuple va s'en prendre en charge. Nous allons continuer à mobiliser ce peuple. De toutes les façons, le combat n'est pas encore fini, parce que, vraisemblablement, M. Kabila et sa bande ne veulent pas, comment dire, considérer que c'est le peuple congolais qui est le souverain primaire et que c'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Et ces combats doivent continuer pour que finalement le peuple récupère sa souveraineté. Donc nous n'avons pas le choix. Si ce plan n'est pas accepté, nous serons dans la rue, nous serons partout avec notre peuple pour réclamer plus de démocratie et plus de vérité des gens. Le peuple ne sort pas dehors pour mourir à cause de Fayulu. Le peuple veut mourir pour son pays. Le peuple va mourir, comment dire, pour sa dignité.
le peuple va mourir pour plus de démocratie, c'est ça. Fayoulou lui-même, hein, vous le savez, a failli être tué dans la rue. Il ne mourait pas pour lui-même ou pour qui que ce soit. Il mourait pour son pays et pour son peuple. C'est comme ça. Donc, alors, vous parlez de 2023. Nous ne parlons pas en fonction de 2023. Nous parlons des élections anticipées. Parce que dans ces conditions ici, où M. Kabila contrôle tout, et le Parlement, au niveau national tout comme au niveau provincial, et le service de renseignement, et l'armée, et tout, donc, en 2023, il va, encore une fois de plus, comment dire, je l'ai utilisé un concept peut-être qui n'est pas approprié, il va encore une fois de plus se moquer des Congolais. Il ne faut pas qu'on continue avec ça parce que c'est lui en fait qui a tout. Voilà pourquoi nous parlons, comment dire, de réformes extra-institutionnelles, parce qu'on ne peut pas demander aux institutions illégitimes d'apporter des réformes. C'est impossible. Donc, de réformes extra-institutionnelles pour que nous ayons une CENI qui va respecter la vérité des urnes, nous ayons des juges électoraux qui vont dire le droit au nom du peuple et non au nom des individus. À ces moments-là, les choses vont être correctement faites. Donc, 2023, pour nous, on n'y arrivera pas parce que nous voulons des élections anticipées. Si l'année qui commence, nous trouvons que les gens traînent le pied, nous allons passer à la vitesse supérieure. Madame, l'article 64, nous sommes des républicains. Hein, tout Congolais a le droit de faire barrage à un groupe ou à un Congolais qui prend le pouvoir par la force et qu'il exerce ou qu'il exerce en violation de la Constitution. M. Kabila a pris le pouvoir du peuple par la force. M. Tshilombo est en train de faire semblant de l'exercer en violation de la Constitution. Le peuple doit s'élever et arrêter ça. Donc, le plan B de M. Fayoulou, c'est le plan B du peuple congolais, c'est l'article 64 de la Constitution. Ils se sont réunis, ils ont trouvé que parmi eux, s'il y a quelqu'un qui peut le représenter comme candidat président de la République, c'est Fayoulou. Non, non, parce que tu as dit c'est eux qui l'ont poussé. Non, ils n'ont pas poussé. Ils ne l'ont pas poussé. Tout à fait. Donc, ils ont mis en place des critères. Et un critérium, ils se sont regardés, ils ont dit l'homme le plus capable parmi nous, c'est Fayoulou. C'est ça c'est de 1. Mais quel devient Fayoulou sans Bemba et sans Katumbi? Je vous rappelle que lorsque Fayoulou avait commencé la politique, beaucoup de gens étaient encore à l'école. Je n'ai pas dit ça, je dis beaucoup de gens parce que Martin Fayoulou, 90, vice-président de la commission ECOFIN, de la conférence nationale souveraine. C'est là où il a connu le feu Etienne Tshisekedi Mulumba. Je profite de votre micro pour m'adresser à M. Kabouya, qui, vraisemblablement, quand je l'entends parler, je pense que s'il a un diplôme d'État, on doit le déchirer et puis il devait reprendre la troisième ou la deuxième, secondaire ou troisième des humanités pour qu'il puisse avoir un diplôme d'État en bonne et due forme. Il n'est pas structuré, le monsieur. Il n'est pas structuré, il n'a pas une pensée structurée et c'est très grave. Et c'est là où je dis que l'UDPS aujourd'hui est l'ombre d'elle-même. Ce n'est pas l'UDPS que nous avons connu avec Etienne Tshisekedi Mulumba. C'est dommage pour ce... Je crois que lui, il vendait encore le Ndaka là-haut, le braise quelque part à la cité. Donc il faut qu'il fasse attention. Il n'a pas... Tous ceux qui disent de propos contre Fayoulou doivent d'abord se regarder. Quand tu parles à quelqu'un, il faut se regarder. Tshilombo lui-même ne peut pas dire n'importe quoi de Fayoulou. Est-ce que lui, il entend ce que Tshilombo dit de Fayoulou? Donc lui, là, c'est vraiment... Parce qu'il est secrétaire général de l'UDPS, comme l'UDPS est devenu ce qu'elle est devenue, ça c'est en 90, il faut qu'il nous dise, lui, il était où? Parce que lui, il dit que c'est l'autre. Fayoulou dans leur sillage. Non. Fayoulou était déjà à côté de Tchène à 90. Il saura les allier. Fayoulou a joué un rôle. Donc il faut qu'il arrête, il faut qu'il apprenne l'histoire de son parti, son propre parti. Et puis il a dit qu'il y aura 2 personnes à l'aéroport qui vont accueillir Fayoulou. Mais il faut qu'il confirme qu'il y a eu 2 personnes à l'aéroport qui sont venues accueillir Fayoulou. Le peuple a démontré que Tshilombo n'a pas été élu par lui, c'est Fayoulou qui a été élu. Ça, c'était une démonstration. Je crois que c'est une gifle qu'on vient de donner à ces messieurs qui, en tout cas, doit reprendre ses humanités. Sinon, il continue à faire honte à son parti. Et donc, je dis que Fayoulou, sans les gens que vous avez,
cité, sera toujours président élu des Congolais. Ce sont les Congolais qui ont fait de Fayulu ce qu'il est devenu. Parce que si les Congolais n'étaient pas d'accord avec le choix des leaders, ils pouvaient dire nous ne sommes pas d'accord. L'idée des Congolais a été d'accord avec ce choix. Le résultat des élections, le vrai résultat des élections en témoigne. En témoigne. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, madame, moi je vous dis, madame Astrid, parcourez l'histoire du monde, même au niveau de l'Afrique, une année après l'organisation d'une élection. Quelqu'un, un candidat qui se réclame être élu président de la République, qui a le soutien du peuple comme Fayulu, il n'y en a jamais eu. Et ça, c'est une preuve de l'engagement et de la détermination du peuple congolais dans le combat pour la vérité des urnes. Et le peuple ne veut pas lâcher sa souveraineté. Il veut que ce soit la personne que lui il a élue qui soit aux affaires. Ça, c'est extraordinaire. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de débat, madame. Il ne faut pas poser cette question-là à l'ECD parce que le président élu de la République démocratique du Congo était président de l'ECD. Donc, s'il y a un parti qui s'est trouvé de l'opposition, dans l'opposition, ce n'est pas l'ECD, parce que nous avons gagné les élections. Donc, cette question de désignation de porte-parole de l'opposition ne nous concerne ni de près ni de loin. Nous ne sommes pas concernés parce que nous ne sommes pas de l'opposition. On choisit qui? Comment on peut le choisir? Comment quelqu'un qui est élu président de la République peut être encore dans l'opposition? Il est dans le combat, dans la résistance pour récupérer sa souveraineté. Donc, il ne peut pas être... C'est pas comme ça. Il y a une loi qui organise ces affaires-là. Et puis, on dit que ces porte-paroles-là est mise en place à l'issue des élections libres, transparentes et crédibles. Or, il n'en a pas été question le 30 décembre 2018. Il y a eu un hold-up électoral. Donc, nous ne sommes ni de près ni de loin concernés par cette question. Nous avons gagné les élections. Aujourd'hui, nous sommes dans le combat pour la vérité des urnes, pour recouvrer l'impérium et puis exercer des pouvoirs comme le peuple congolais l'a voulu le 30 décembre. L'élection du CLC est bonne, mais elle n'est pas complète. Je crois que la réflexion la plus complète, c'est le plan de sortie des crises de Martin Fayulu. Parce que vous allez demander la démission de juges. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont désigné ces juges-là qui vont encore s'arranger à envoyer des politiciens à la cour au lieu d'envoyer des gens qui disent le droit. C'est ça le problème. Donc vous n'aurez pas résolu le problème. Alors il faut de vraies réformes pour qu'on sache le juge qui va siéger en matière électorale puisse être, puissent être en fait des gens crédibles, de bonne moralité, qui sont capables d'être indépendants et de dire le droit, rien que le droit. Il faut donc de réformes. Au niveau de la CENI, c'est pareil, qui sont d'une probité assez avérée. Donc, c'est bien, mais il faut aller au-delà. Il faut voir en avant parce que on peut enlever le démon, on vous remplace le diable, lui-même en personne. C'est ça le sens de la réforme que Martin Fayulu propose pour que nous puissions aller au fond de la question, résoudre cette problématique de la crise de légitimité une fois pour toutes. Donc si on fait ça de manière superficielle, c'est extraordinaire. C'est un peu comme les gens qui réclament aujourd'hui des élections municipales et locales. Avec quelle CENI? Avec quelle instance judiciaire qui vont donc traiter les matières électorales en question? Avec ces magistrats, ces juges qui sont corrompus, avec ces parlements totalement acquis à la cause de Kabila, mais vous allez le même cause produisant les mêmes effets, nous serons toujours dans cette même situation de crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Le secrétariat technique, et la cellule politique viennent en appui au coordonnateur. Et donc, la charte a prévu que le coordonnateur mette en place ces deux structures-là. C'est ce qu'il a fait. Donc, il est dans les normes, il a respecté la charte de la MOCA, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Mais hier, vous avez vu l'avenir de la MOCA. J'ai entendu même le président élu chanter à Kamisaka, la MOCA est au pouvoir. Voilà, et le peuple a chanté avec lui. La MOCA, c'est un état d'esprit. La MOCA, c'est le peuple résolument engagé dans la conquête de sa souveraineté et de sa dignité. Donc, Fayulu peut passer, Bemba peut passer, Mouzitou peut passer, mais le peuple va continuer ce combat jusqu'à ce qu'il sera reconnu comme le seul
souverain primaire, détenteur du pouvoir. Gagne toujours avait dit Rossi Mukendi, paix à son âme. Mais moi, j'aime dire aujourd'hui, le peuple a raison et le peuple aura raison. C'est moi qui vous remercie.